Bonjour à tous, j'espère que vous nous entendez bien. On est ravis de vous accueillir sur la deuxième saison de Greenwatching, sa première émission cette année. Et donc il y a une nouvelle équipe qui sera présente sur tous les réseaux sociaux, sur le compte ejc.media. Donc comme d'habitude, comme l'an dernier, on va parler d'environnement pendant une bonne heure et cette fois-ci on va s'axer sur la thématique de l'eau. Donc on a le plaisir de recevoir Pierre Bornet. Bonjour Pierre. Bonjour Théo. Donc vous êtes le président de la régie des eaux du canal Beltrude, donc c'est quoi votre rôle ? Alors je suis président depuis 13 ans de la régie des eaux du canal Beltrude et je gère donc un conseil d'administration qui est composé des 18 élus des communes du moyen et du haut pays grassois. Et par rapport à la sécheresse, que ce soit l'an dernier ou cette année, vous n'avez pas été trop confronté ? Alors c'est surtout l'année dernière, en 2022, où on a eu un épisode de sécheresse très important avec effectivement des ressources au niveau des sources, et à la fois de la Part et au niveau de la Siagne, qui ont été à des niveaux très bas, jamais atteints, vraiment de façon très préoccupante. Des niveaux très bas, on en reparlera tout à l'heure. On aura aussi le plaisir d'accueillir Anne Thévenaz-Dumoncel. Donc Anne, c'est une journaliste spécialisée dans les négociations climatiques, et donc elle sera en visio avec nous tout à l'heure pour nous parler de ce qu'elle fait. Et enfin, on aura aussi, toujours en visio, le réalisateur du film Le Partage de l'eau, Éric Blanco, qui a remonté le fleuve de l'Argence avec sa caméra pour voir comment on se partage de l'eau dans le Var. Donc on va rentrer directement dans le vif du sujet. Mais juste avant, on va essayer de faire un petit coucou à Bastien en duplex depuis la Norvège à Oslo. Je ne sais pas si tu nous entends, Bastien. Salut Bastien, est-ce que tu nous entends bien ? Comment ça va ? T'as pas trop froid ? On te voit avec des gants et une grosse doudoune. On a un peu pitié pour le coup. Eh bien, bonjour Théo, bonjour à tout le monde. Effectivement, il fait quand même un peu froid ici, je vais pas vous le cacher. Il fait à peu près 7-8 degrés au moment où je vous parle. Alors, en plus, ça devrait pas s'arranger parce qu'on devrait atteindre on devrait passer en dessous de 0 et on devrait passer en moins dans les jours qui viennent. Mais voilà, donc on est en Norvège, on est très content et on espère que tout se passe bien chez vous. Mais on s'habille et comme on dit ici, il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que des mauvais vêtements. Eh bien, habille-toi alors et on te retrouvera en milieu d'émission pour parler de la gestion de l'eau en Norvège. Salut Lucie, comment ça va ? Salut Théo, ça va très bien et toi ? Ça va. Donc on va rentrer directement dans le sujet. Les 28 et 29 septembre s'est tenu le Nice Climate Summit. Donc toi, avec Nina, tu t'y es rendu pour Greenwatching. Eh bien oui, on y est allé et puis Nina, elle nous emmène avec elle. On va la voir sur place. J'espère que ça marche en régie pour voir les images de Nina présentes. Pour Greenwatching, je suis Parfait. au Nice Climate Summit. Je suis actuellement devant le palais de la Méditerranée à Nice et je vais vous raconter la première journée de ce sommet climatique. C'est un sommet climatique organisé par la métropole de Nice-Côte d'Azur, la ville de Nice et le magazine économique La Tribune. L'ambition est de rassembler l'ensemble des acteurs de la transition pour faire émerger des solutions concrètes ici dans le bassin méditerranéen pour lutter contre le réchauffement climatique et pour la préservation de la biodiversité. Voici quelques problématiques abordées pendant le sommet, comment réussir collectivement la bataille du climat, le défi de la décarbonation de l'aviation, comment la technologie peut sauver le climat, comment éviter la guerre de l'eau et jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour la transition écologique et climatique. Autour de la table, il y aura 67 intervenants, dont Christian Estrosi, le maire de la ville de Nice, Renaud Muselier, le président de la région PACA, ou encore Antoine Pellion, le secrétaire général de la planification écologique. On retrouve aussi des acteurs du monde privé autour de la table, le directeur de l'aéroport de Nice, le président de Michelin, la présidente d'Enedis et la directrice de Total Énergie France, partenaire officiel du sommet. Scientifiques, océanographes et climatologues, le président de la COP15 et des auteurs du rapport du GIEC sont aussi attendus. Merci Nina. Et toi Lucie, tu étais aussi au sommet et il a pas mal été critiqué, n'est-ce pas ? Ben oui, c'est vrai qu'il est pas mal critiqué. Nous, on s'en rendait pas forcément compte sur place, mais il est à l'origine de
beaucoup de controverses et c'est surtout pour une raison dont parlait Nina tout à l'heure, c'est que le partenaire officiel c'est Total Energy et du coup pour pas mal de gens ça n'a pas trop passé, notamment pour l'eurodéputée écologiste Caroline Rousse, mais aussi pour plusieurs climatologues du GIEC, parce qu'en fait un financement par une compagnie pétrolière dans un sommet du climat, c'est pas forcément top et du coup ils ont appelé à boycotter ce sommet. Donc par exemple le professeur en géosciences Sabrina Spech, mais aussi le climatologue co-auteur du dernier rapport du GIEC Laurent Bopp, l'océanologue Jean-Pierre Catouzeau et la géographe Wolfgang Kramer, ils ont tous les quatre boudé un petit peu le sommet. Ils étaient invités à donner des conférences et en fait ils n'y sont pas allés. Alors vous avez essayé de demander aux personnes sur place qui pensaient des financements du sommet et qu'est-ce qu'il en est ressorti? En fait oui, nous on leur a demandé sur place parce que ça veut dire qu'ils ont décidé de ne pas le boycotter, donc ils sont peut-être pour, contre, on ne sait pas trop. On a d'abord interviewé Flora Gabelli, c'est une militante pour la transition écologique et elle a été invitée à une conférence qui s'appelle Agir local dans un monde global. Donc elle explique son point de vue et elle trouve que c'est très important d'aller à ce genre de conférence. On va l'écouter maintenant. Est-ce qu'ici on est dans du greenwashing parce que Total Energy finance un sommet sur la transition écologique? Ben évidemment. Quand on rentre dans un forum sur la transition écologique financé par Total et qu'on voit qu'il y a une contestation sociale à l'extérieur, ben, ça permet de se dire que oui, non, c'est pas tout blanc, c'est pas tout rose. C'est plus compliqué que ça, c'est ambivalent. Il faut maintenant être capable d'évoluer, même en tant que militant, sur les questions qu'on se pose et qu'on soit capable, nous aussi, alors c'est un terme un peu cynique, mais de faire de la réelle politique, c'est-à-dire d'accepter les choses telles qu'elles sont et pas telles qu'elles devraient être. Et aujourd'hui, par exemple, dialoguer avec un producteur de pétrole, c'est pénible, oui, parce que moi je crois sincèrement qu'il faut arrêter l'extraction fossile immédiatement. Par contre, ne pas le faire, c'est aussi nier une réalité. Chacun doit faire son boulot et que c'est valable pour nous aussi. C'est-à-dire que moi, ce que je fais, c'est que je parle assez fort à tout le monde, aux dirigeants, et en leur assénant des... Ensuite, on a aussi demandé à Yann Salagnon, donc lui, c'est un militant écologiste de l'association Alternativa 06. Et pour lui, en fait, c'est très important de venir pour s'informer. Il a envie de comprendre un petit peu quelles sont les promesses qui sont tenues par les élus locaux et puis par les entreprises. Et donc, on va aussi écouter son point de vue. Ouais, c'est paradoxal que je sois dedans, mais en fait, je pense que c'est très intéressant d'être là. Je suis là parce que pour m'informer, en fait, voilà, pour m'informer, pour voir quel est le discours des élus, pour voir quel est le discours de nos élus à Nice et d'autres élus qui passent par là, le discours des industriels. Finalement, c'est bien de les entendre s'exprimer aussi et voir où ils en sont. Après, ce qu'il faut se méfier, c'est du greenwashing. C'est pour ça qu'il y a eu une manifestation devant le Palais de la Méditerranée ce matin. Et évidemment, les intentions qui sont exprimées, moi ce qui me frappe, c'est que les intentions qui sont exprimées par tout le monde, elles sont toutes louables. Hein. On dirait non à rien. Là. Mais après, il faut savoir ce qu'il y a derrière. Et enfin, pour terminer, on a demandé au président de la COP15, Alain Richard Donwawi. Lui, il comprend le boycott, mais il n'aime pas du tout cette politique de la chaise vide. C'est aussi ce qu'il nous explique. Je pense que la politique de la chaise vide n'apporte rien. Il faut discuter avec ceux qui polluent pour savoir comment faire pour moins polluer ou bien pour travailler sans polluer. Le dialogue est indispensable à améliorer la position de chacun. Ce n'est pas en se boycottant que nous réussirons à faire changer les méthodes, à faire changer les façons de faire. Mais c'est plutôt en se parlant, en se faisant confiance et surtout en essayant d'être honnête dans l'atteinte de nos objectifs. De toutes les façons, ce sont des objectifs qui sont communs à toute la planète. Ils ne sont pas spécifiques à un seul pays et il faut que tout le monde s'engage résolument et durablement dans la préservation de nos forêts, dans la préservation de notre environnement et la préservation du futur de nos générations. Mais en fait, ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que le Nice Climate Summit, il fait le choix de parler business et environnement. C'est vraiment une volonté de la part du Nice Climate Summit. Ils ont notamment organisé il y avait dans les salles, en fait, quelque chose qui s'appelle les one-to-one meetings. Et donc, en fait, c'était des particuliers, des interlocuteurs privés qui prenaient des rendez-vous au préalable pour, en fait, pouvoir se rencontrer et parler, business. Après, c'est vrai que quand je suis allée sur place, j'ai essayé de me renseigner et je me suis rendu
rendu compte qu'il y en avait pas mal qui cherchaient des collaborateurs, des financeurs, pas toujours des solutions innovantes, mais c'est vraiment un choix qui a été fait et qui a été pleinement assumé. Merci beaucoup Lucie. Je ne sais pas si Anne Thévenaz est avec nous, mais vous en tout cas Pierre, qu'est-ce que vous pensez de ce sommet de mélanger à la fois scientifiques et entrepreneurs? Dans ces sommets, il faut toujours des financeurs. Alors, donc j'ai vu qu'il y avait Total, mais je pense qu'il y a également le Crédit Agricole. Oui, le Crédit Agricole, c'est les deux partenaires officiels. Et puis après, il y a aussi d'autres banques, l'aéroport de Nice. Et c'est pas forcément Total Énergie qui est le principal financier. Alors, si Total Énergie n'influence pas les décisions, pourquoi pas? Moi, je veux dire, après tout, il faut bien trouver des financeurs pour que ce type de réunion existe. Et je ne pense pas que Total Énergie ait financé et influencé les décisions. Bon, par ailleurs, Total Énergie, je pense, finance ce type de projet parce qu'ils essayent justement de rentrer dans la transition énergétique avec les éoliennes, avec d'autres types de projets. Et bon, je dois dire pourquoi pas. Parce qu'en fait, ce qui est pas mal dit, c'est que parfois, c'est une approche un peu hypocrite, c'est du greenwashing, de faire d'un côté, du coup, ce genre de choses, et en même temps, de continuer à toujours alimenter l'industrie pétrolière et tous les marchés, le monde consumériste, et que du coup, même si en soi, ils prennent pas part au débat, c'est en fait sur le principe même que c'est critiqué, et que du coup, il y a eu certains boycotts. Ça, vous le comprenez, vous ? Je le comprends, mais ça devient très difficile. Hein. Je vous rappelle que pour la COP 2024 ou 2025, qui va avoir lieu à Dubaï, oui, c'est la prochaine. Également, ça pose également quelques problèmes. Quand on voit la gestion de Dubaï de toutes les problématiques concernant l'environnement, voilà. Alors manifestement, l'argent n'a pas d'odeur. Hein, c'est bon. Je ne sais pas si Anne nous entend bien et si elle veut réagir par rapport au Nice Climate Summit, le fait qu'il y ait des entreprises qui soient mélangées aux scientifiques. Déjà, bonjour Anne, je ne sais pas si vous nous entendez bien. Alors, je suis désolé en régie, mais on n'entend pas Anne sur le plateau. Je ne sais pas si c'est possible de faire en sorte qu'on vous entende. En tout cas, j'espère que vous, de votre côté, vous nous entendez bien. Je crois que c'est pas mal. Si on peut monter un brin le son en régie, ce sera parfait, mais sinon c'est magnifique. Merci beaucoup. Et donc je vous laisse répondre par rapport à cette question. Est-ce que donc la question c'est parce que j'ai pris en route là la question, donc est-ce que c'est possible de la répéter? Oui, bien sûr, pas de souci. Donc c'était par rapport au Nice Climate Summit qui s'est tenu le 28 et 29 septembre donc à Nice, et le fait que en fait il y ait des scientifiques qui étaient mélangés à des entrepreneurs comme Total Energy par exemple, l'entreprise qui pollue beaucoup. Est-ce que c'est pas un peu gênant par rapport à selon votre opinion? Je pense que cette question-là, elle va se poser et elle se pose de plus en plus à la COP28 d'ailleurs. Et vous avez peut-être vu qu'à la COP27, il y a eu toute une histoire, notamment autour de la présence de plus de 600 lobbyistes qui étaient à Sharm el-Sheikh. Et d'ailleurs, les organisateurs de la COP ont décidé très officiellement d'obliger les lobbyistes à s'enregistrer dans un registre spécifique pour qu'ils soient identifiés. Si on va plus loin, il y a toute une réflexion aussi par rapport à la COP et à la présence des entreprises dans les COP, avec l'idée, qui est portée par un certain nombre d'ONG et d'acteurs, de faire en sorte que les entreprises qui viennent soient des entreprises qui ont des pratiques reconnues comme efficaces et positives en matière de décarbonation. Mais ça va être un des sujets de réflexion de la COP28 autour du bilan mondial dont on va peut-être parler tout à l'heure. Oui, on en parlera tout à l'heure. Peut-être que tu peux enchaîner par rapport au contre-sommet qui a eu lieu. Oui, parce que du coup, certes, il y en a eu certains qui ont appelé au boycott, mais il y a carrément eu un contre-sommet qui a eu lieu du coup le matin même. Aurélien et Chloé, ils sont allés et ils ont essayé de comprendre un petit peu ce qu'il en était. On les écoute. Quand Christian Estrosi arrive au Nice Climate Summit, ce sont des sifflets de manifestants qui l'accueillent. Parmi eux, Olivier Brunel, porte-parole de Greenpeace Nice,
Il dénonce la présence de Total Energy dans les sponsors du sommet. Que Total fasse ces choses dans son coin, nous on le dénonce évidemment parce que leur production vient majoritairement des hydrocarbures. Mais il y a une deuxième chose, c'est que dans un sommet pour le climat, il y a des gens qui ont invité les représentants de cette entreprise à venir ici. Ça s'appelle du greenwashing. Nous, on est totalement contre. On dénonce les activités de Total. Ils n'ont rien à faire dans un sommet climat. Pour Éric Chrétien, cofondateur de Collectif Citoyen 06, Christian Estrosi et le président de la région Sud Renaud Muselier sont tout autant responsables. Donc si vous voulez, quand on regarde, on fait le total entre Total Énergie, le Crédit Agricole, l'aéroport Nice-Côte d'Azur et les plans climat de la région et de la métropole de Nice qui sont en retard, il n'y a pas de quoi se fanfaronner sur le climat à Nice. Plusieurs scientifiques ont boycotté le sommet, mais pas tous, ce que regrette Patrick Faudella d'Attaque 06. Je suis très étonné, j'ai entendu une membre du GIEC dire mais moi je viens discuter avec tout le monde, parce qu'il faut discuter, dire si elle croit encore qu'elle peut discuter avec Total et faire changer Total d'avis, je me demande ce qu'elle fait vraiment au GIEC, quoi. Participer ou pas à un sommet considéré par certains comme du greenwashing pour tenter de changer les mentalités, les scientifiques seront confrontés au même dilemme en novembre, lors de la COP28 à Dubaï. Alors merci beaucoup Aurélien et Chloé pour ce sujet. Et on me dit que dans le chat, il y a des questions intéressantes. Par exemple, on nous dit qu'il y a trop d'argent donné aux lobbyistes, pas assez aux scientifiques, et cela rend les COP moins utiles. Qu'est-ce que vous en pensez, Pierre, de ce commentaire ? Alors, qu'il n'y a pas assez d'argent donné aux scientifiques, ça c'est tout à fait vrai. Et effectivement, je pense que si on veut progresser, il faut stimuler la recherche et leur donner tout le poids nécessaire pour faire avancer toutes ces recherches. Et on va reprendre justement une question d'internaute. Pensez-vous que les COP sont toujours utiles ? Parce qu'on est à la 28e en novembre et en fin de compte, il n'y a pas grand-chose qui bouge. Bah, vous avez parfaitement raison. Il n'y a pas grand-chose qui bouge. Même les COP précédentes, eh bien, on n'a pas vu véritablement beaucoup d'avancées. Alors certes, il y a des décisions qui sont prises au niveau européen pour le changement climatique, pour pouvoir agir, mais on voit que c'est très difficile d'obtenir l'unanimité, il faut toujours faire des concessions, et finalement on a l'impression qu'on fait un pas en avant et un pas en arrière. Et vous, Anne, par rapport au fait que les scientifiques aient peut-être moins de moyens qui leur soient accordés, qu'est-ce que vous en pensez ? COP sont effectivement complexes parce que mettre d'accord l'ensemble de l'humanité, vous pouvez imaginer à quel point c'est complexe. En revanche, je pense qu'elles ont un énorme intérêt, c'est que tous les ans, elles rassemblent tous les acteurs du climat et qu'il en ressort énormément de choses. Donc ce rendez-vous-là annuel a un sens et une utilité. Et à la COP28 se posera la question de transformer les COP en quelque chose qui va plus vérifier l'action et l'état de l'action climatique que d'être juste la rencontre d'un certain nombre de négociateurs et d'États autour de textes qui sont discutés, qui sont souvent, qui paraissent très très loin aux gens en tout cas. Eh bien, merci beaucoup en tout cas pour votre réponse. Maintenant, on va accueillir, on va partir. Oula, où est-ce que je suis ? Je sais pas du tout. On va partir avec Aaron. Donc Aaron, de quoi tu viens nous parler aujourd'hui ? Salut Théo, salut tout le monde et bonjour Pierre. On a malheureusement été tous confrontés à de terribles épisodes de sécheresse en France depuis plusieurs étés maintenant, et notamment dans les Alpes-Maritimes où un arrêté sécheresse est en vigueur depuis le 10 mars dernier et va s'étendre jusqu'à la fin du mois. Ce dernier restreint l'usage de l'eau pour les particuliers mais aussi pour les professionnels, et actuellement à Cannes on est en alerte renforcée. Ce qui implique de nombreuses restrictions comme l'interdiction d'arroser son jardin, de laver sa voiture ou de remplir sa piscine. D'ailleurs, peut-être que certains des viewers sont concernés par ces restrictions. Et cette problématique, elle n'est pas récente. Elle est au cœur des préoccupations du maire de Cannes, David Lisnard, depuis maintenant 10 ans. Il a longtemps soutenu un projet de REUT, donc de réutilisation des eaux usées. Et la ville a récemment obtenu l'autorisation par l'État de
de mettre en place son système de réhute, donc le 26 mai dernier. Et ça permet aujourd'hui aux villes de Cannes et de Mandelieu-la-Napoule de laver les rues, les bateaux, d'arroser les espaces verts et les terrains sportifs à partir d'eau usée traitée localement. Mais concrètement, comment ça marche la réhute du coup? Eh bien Théo, on a justement réalisé un reportage avec Lucie Verdier, que tu as reçu tout à l'heure sur le plateau, de la station d'épuration jusqu'au nettoyage des trottoirs. Et donc je te propose de le visionner. Bientôt. Le reportage du coup c'est la réhute à Cannes, fait par Aaron et Lucie. Et juste après on ira retrouver Bastien Duplex. Utiliser les eaux usées pour arroser les espaces verts et nettoyer les rues, ce sera désormais le cas à Antibes. L'objectif est d'économiser 70 millions de mètres cubes d'eau par an, soit l'équivalent de 28 000 piscines olympiques. Mais alors, comment en arriver là? Eh bien, dès juin prochain, sur les 9 millions de mètres cubes d'eau traités par an dans la station d'épuration Veolia, 70 000 seront tout de même réutilisés par les agents de la ville. Autre option, récupérer 95% de l'eau nécessaire au lavage des véhicules du réseau Envibus. La consommation totale pour laver les bus à l'année représenterait seulement 28 baignoires. Les villes de Cannes et de Nice étudient encore la question et pourraient également déployer ce genre de dispositif. Merci beaucoup Aaron et merci Lucie pour ce reportage. On part maintenant retrouver Bastien en Norvège en duplex filmé par Roxane. Je ne sais pas si tu nous entends bien Bastien. Est-ce que tu nous entends bien? Je vous entends très très bien. Je ne sais pas si vous m'entendez en plateau. Je vous entends très bien de mon côté. Oui, c'est parfait. Donc on s'est demandé quelle forme de réhute d'eau il pouvait se trouver en Norvège. Et donc toi tu as rencontré, il me semble, un expert de l'eau à Oslo, n'est-ce pas? Exactement. Et normalement, vous devriez pouvoir voir un petit peu de son interview que j'ai pu faire avec lui. Alors je ne sais pas si on peut lancer l'interview justement faite par Bastien de ce spécialiste norvégien. Allez, c'est en train de se lancer. Désolé Bastien de te faire attendre. In Norway, there is no water reuse, not real water reuse. There are a number of reasons for that. One is, of course, as I said, that we do have abundance with water. But there are also several other reasons why it's kind of complicated. Even if the wastewater treatment plants are really good at removing particles, removing biological matter and nutrients and things like that, and also in much also microplastics and micropollutants. There are still some of these left that could be a challenge when you're talking about water reuse. One of the main challenges is probably pathogens that could be there in the water. So what would be a really good way of dealing with this is to do a so-called source separation, where you separate the toilet water or the black water, and trying also to use as little water as possible doing that, and manage that black water for it by itself, separate from the grey water. And the grey water, which is much cleaner, could be reused locally. For instance, for flushing toilet and things like that, and washing cars and whatever. It is possible to do that, but at the moment there is no incentive for doing that. On attend la fin. Merci beaucoup Bastien pour ton reportage. Je ne sais pas si tu nous écoutes, tu nous entends encore. Nous, on ne te voit pas encore à l'image, donc on va attendre. Voilà, parfait. J'ai cru comprendre que tu étais à un endroit un peu spécial là devant ce lac. Raconte-nous.
Ouais, alors tout à fait. J'ai retrouvé donc ce chercheur, Christian Vogelsang, dans un endroit assez particulier pour Oslo. C'est le lac qu'on appelle le lac Maridalsvannet. Alors c'est pas celui qui est derrière moi. Ici on est au lac Sognsvann, qui est un lac qui est plutôt prisé des touristes, des touristes et aussi des promeneurs surtout. Principale source d'eau potable pour la ville. Ça représente 85% de l'acheminement en eau potable de la ville. Alors j'ai mes petites infographies faites maison. On m'a dit en régie qu'on ne pouvait pas faire d'infographie en même temps que le duplex. Alors voilà, donc ça c'est fait. Donc voilà, ça me permet de préciser au passage que Oslo, c'est la capitale de la Norvège. C'est une ville d'un peu moins de 700 000 habitants, ce qui en fait la principale ville du pays. Alors, il faut bien comprendre que le lac Maridalsvannet, qui comme je vous le disais représente 85% de l'approvisionnement en eau, eh bien il devrait plus suffire dans les prochaines années. Pourquoi ça? Eh bien tout simplement puisque la population de la ville s'agrandit et elle est de plus en plus sujette au réchauffement climatique, au changement climatique. Et on a pu voir ces dernières années, notamment en été, des passages de restriction d'eau, comme Aaron l'a mentionné, on peut en avoir l'habitude en France. Et donc on peut en avoir l'habitude en France de ces restrictions, mais en Norvège c'est quelque chose qui est plutôt récent. Et donc l'acheminement en eau ne devrait plus suffire. Alors qu'est-ce qu'on fait pour ça? Eh bien une vingtaine de kilomètres d'ici, on a des travaux sur un nouveau site qui devrait être bientôt terminé. Et ce nouveau site, eh bien, on est en train de construire de nouvelles centrales hydrauliques, de nouveaux pipelines, eh bien, tout un tas d'aménagements pour pouvoir alléger et permettre de nouveaux approvisionnements. Alors, il faut bien comprendre que c'est un investissement très important qui est en train d'être réalisé puisque eh bien, c'est tout simplement le plus gros jamais réalisé par la ville d'Oslo. On parle de 26,8 milliards de couronnes et ça représente environ 2,33 milliards d'euros. C'est très important. La Norvège, disons-le tout de même, fait plutôt face à une abondance en eau avec de nombreux lacs, de nombreuses rivières et aussi de nombreux glaciers. Et de nombreux logements en Norvège, leur facture d'eau est calculée sur la surface de l'habitation et non sur la consommation réelle. Vous serez d'accord avec moi que ça n'encourage pas l'économie. Et même, je suis allé chercher des chiffres, en Norvège, on consomme en moyenne 171 litres d'eau par jour et par personne. C'est 22 litres de plus qu'en France où on en consomme 149 et 66 de plus qu'au Danemark où on consomme 105 litres d'eau par jour et par personne. Alors toute cette eau, vous l'aurez compris avec l'interview, elle n'est pas du tout réutilisée. Eh bien, elle est traitée tout de même dans des stations d'épuration qu'il y a un peu partout dans le pays. À Oslo, les deux qu'il y a font partie du tiers les plus avancés qui disposent de moyens chimiques et mécaniques pour traiter ces eaux. Un autre tiers en Norvège dispose uniquement de moyens chimiques et enfin un dernier tiers de moyens mécaniques et ça permet d'enlever ce moyen mécanique uniquement des particules et du coup ça a plus de mal à enlever les éléments biologiques qui peuvent s'y trouver. Mais quelle que soit la méthode employée par la station d'épuration, les eaux terminent tout simplement dans la mer. Alors à Oslo, c'est dans le Oslofjord. Le Oslofjord, qu'est-ce que c'est? C'est un bras de mer de la mer du Nord qui fait 17 km de long et qui vient jusque dans... changer ce rejet des eaux usées dans la mer pour le moment. Eh bien, merci beaucoup Bastien et merci à Roxane aussi qui t'a accompagné. Allez vous couvrir parce que là vous avez l'air d'avoir froid. Et Anne, je voulais savoir cette situation en Norvège où il y a beaucoup d'eau disponible, est-ce qu'elle existe dans d'autres pays? Je sais pas si... GIEC le montre, et d'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes allé regarder le 6e rapport du GIEC, il y a toute une partie sur l'Europe. On voit bien que
l'Espagne, elle, va se retrouver dans une situation de manque d'eau extrêmement importante, que d'autres régions, enfin, chaque pays va vraiment avoir des situations complètement différentes. Donc, et c'est ça qui est intéressant. Donc, c'est que, et on sait que l'eau, et la question de l'eau en matière de climat, elle se pose aussi de façon très différente, soit le manque par la sécheresse, soit au contraire le trop-plein par les inondations. Soit 44% des catastrophes climatiques dans le monde, en fait, sont liées à des inondations. Et en parallèle, la moitié de l'humanité souffre de manque d'eau, comme l'explique le rapport du GIEC. Donc, voilà ce que je peux vous répondre. Mais merci beaucoup. Je ne sais pas si dans le chat, on a des questions par rapport à ces sujets. Si en régie, on peut m'afficher le chat. Et en attendant, peut-être on va vous demander à vous, Pierre, ce que vous pensez justement du... Ah, pardon, excusez-moi. On a le chat. Alors, c'est pas très intéressant, honnêtement. Mais on va vous demander à vous, Pierre, ce que vous pensez justement de cette situation en Norvège où il y a beaucoup d'eau et comment vous la comparez par rapport à votre région où des fois il y a beaucoup de sécheresse quand même. Effectivement, Norvège, c'est un pays du Nord, donc il y a automatiquement beaucoup d'eau. Nous, on est confrontés effectivement depuis quelque temps au réchauffement climatique et donc à des épisodes de sécheresse de plus en plus importants. Et surtout, ces épisodes de sécheresse entraînent surtout une baisse des nappes phréatiques et les nappes phréatiques ont jamais été à des niveaux aussi bas. Alors pour revenir sur la réutilisation des eaux usées traitées, ce qu'on appelle les REUT, effectivement, alors il y avait pas mal de réticences au départ parce que malgré qu'elles soient traitées par des stations d'épuration tout à fait conformes, il y avait toujours des risques de pollution bactérienne au niveau de l'épandage de ces eaux. Donc ça a été proposé pour arroser des golfs, ça a été proposé pour laver les rues des villes. Je dois dire que c'est bien quand c'est pour des villes qui sont au niveau de la mer, parce que finalement ces eaux sont renvoyées rapidement au niveau de la mer. Par contre, pour notre cas particulier, si on ne réinjecte pas dans la rivière les eaux usées traitées, par exemple, nous, on distribue 2 millions de mètres cubes d'eau, et donc on prélève 2 millions de mètres cubes d'eau et on en rejette quand même 1 million de mètres cubes. Donc si on ne rejette pas cette eau dans la rivière, effectivement ça va poser des problèmes d'étiage des fleuves. Donc parfait pour les villes au bord de mer, et d'ailleurs je pense que ça ne se fait que pour le bord de mer. Par contre, on est plus circonspect pour les villes qui sont un peu plus haut, à part également l'arrosage des golfs. Mais voilà. On a une question dans le chat. On nous demande si des continents comme l'Amérique du Sud ou l'Océanie, ils sont aussi confrontés à la sécheresse. Est-ce que c'est comparable à ce que vous vivez par exemple en Méditerranée? Je crois qu'en Australie, ils ont des épisodes de sécheresse très intenses. Je ne connais pas très bien la situation, je ne peux pas vous dire en Amérique du Sud, mais effectivement, on voit qu'au fur et à mesure des années, il y a un réchauffement climatique, et surtout, ce qu'il y a, c'est qu'il y a une accélération de ce réchauffement climatique. Et que les épisodes de sécheresse sont de plus en plus récurrents et de plus en plus intenses. Peut-être que vous, Anne, par rapport à la situation, que ce soit en Amérique du Sud ou en Océanie, vous aurez des éléments complémentaires à nous apporter? Ce que je peux vous dire, en fait, en citant le 6e rapport du GIEC, c'est que dans ce que le GIEC anticipe d'ici à 2050, il parle de 42 à 79% des bassins hydrologiques du monde qui seront affectés par les problèmes d'eau. Donc, on voit bien que c'est quelque chose d'assez massif. Merci beaucoup. Tout à l'heure, on va revenir sur la REUT, parce que tout à l'heure, on en parlait avec Aaron sur la REUT à Cannes. Tu as des choses à nous ajouter par rapport à cette REUT? Du coup, on n'a pas pu voir le reportage à Cannes. On a vu à Antibes, qui est du coup un autre exemple sur la côte. Donc toujours sur la côte, toujours en bord de mer.
Et ouais, non, c'est vrai que c'est très récent du coup, ça date que de quelques mois. Et ça reste quand même une belle avancée parce que l'arrosage des golfs, c'est quelque chose qui se fait depuis plus longtemps. Mais le nettoyage des rues, ça se faisait pas, ça se faisait à l'eau de ville. Et donc ça permet quand même d'économiser 100 mètres cubes par jour, ce qui est quand même pas négligeable. Et justement, t'en parlais, on me dit en régie qu'on peut diffuser votre reportage avec Lucie c'est super. Sur Cannes, donc c'est magnifique, on attend de voir ça. Cette eau, aussi propre soit-elle, provient pourtant de vos toilettes, douches et éviers. C'est dans la station d'épuration de Mandelieu-la-Napoule que les eaux usées de 8 communes autour de la ville de Cannes sont acheminées pour être traitées puis réutilisées. Un traitement qui se fait en plusieurs étapes, comme l'explique Charlène Noble, responsable de la station. Donc le premier étage de traitement, c'est le pré-traitement où on va enlever tous les macro-déchets, le sable et la graisse. Ensuite, l'eau va passer dans des bassins où on va faire de l'élevage de bactéries. Donc ces bactéries, pour se nourrir, vont manger la pollution qu'il y a dans l'eau. Et cette eau ensuite, cette eau usée va ensuite passer sur un système membranaire qui va faire la séparation solide-liquide et qui va nous permettre d'épurer l'eau grâce à l'ultrafiltration. Chaque jour, la station traite 42 000 m3 d'eau et 100 m3 sont récupérés par les agents municipaux pour le nettoyage des trottoirs de Cannes. Et là, je suis en train de remplir le camion d'eau. C'est de l'eau usée, parce qu'avec la sécheresse, automatiquement on pourra laver les trottoirs. Il n'y a plus d'eau comme avant. Donc la station, toutes les eaux usées, elle les récupère et c'est de l'eau, comme vous pouvez voir, elle est nickel, elle sort nickel. Et depuis le mois de juillet à peu près, on lave les trottoirs avec de l'eau usée. À peine plus de 4 mois après la mise en œuvre de ce projet, Mehdi Karaja, directeur adjoint du service propreté de Cannes, ne souhaite pas s'arrêter là. Alors effectivement, nous aujourd'hui on utilise les bornes qui sont disponibles sur le site de la station d'épuration. Dans un futur proche, il y aura le projet d'étendre ce réseau sur l'ensemble du territoire cannois. Et si vous doutez toujours de la propreté de cette eau, les poissons, quant à eux, s'en accommodent très bien. Alors, merci beaucoup Aaron et merci à Lucie aussi pour ce sujet. Et donc on va rester dans la réutilisation, toujours sur la Côte d'Azur avec le projet Aliotis 2 qui concerne la station d'épuration de Nice. Donc on va accueillir Mathilde sur ce sujet. Donc on va te laisser t'installer. Bonjour. Salut Mathilde. Ça va ? Ça va, ça va. Alors explique-nous ce que c'est un peu Aliotis 2. Alors en fait, Aliotis 2, c'est le plus grand projet en France et l'un des plus grands en Europe. Donc en fait, c'est une station d'épuration qui va être renouvelée, modernisée. Donc c'est un investissement de plus de 700 millions d'euros. Donc le projet a été lancé le 20 avril dernier par Christian Estrosi et le maire de Nice, donc, et Sabrina Soussan, la présidente de Suez. Donc l'ambition du projet est très simple. Produire 4 fois plus d'énergie que l'actuelle station en consomme, générer 43 gigawattheures de biométhane, donc un gaz 100% renouvelable, et permettre la réutilisation de 5 millions de mètres cubes d'eau dans un territoire que l'on sait confronté à un stress hydrique en été. Et donc Sabrina Soussan a déclaré lors du Nice Climate Summit que le projet visait à anticiper les besoins de réutilisation en eau. Elle dit, je cite, « Notre prise de conscience a débuté en été 2022 quand 900 communes ont été mises sous urgence absolue. » Et donc tu parles de la station, elle existe depuis combien de temps ? Alors en fait, Aliotis, elle existe depuis plus de 30 ans en fait. Elle a été mise en service en 1988 avec certains bâtiments datant des années 70. À l'heure actuelle, elle traite 60% des eaux usées métropolitaines de 20 communes, donc dans la région. Mais avec la nouvelle station Aliotis 2, elle pourra traiter des effluents d'une population de 680 000 équivalents habitants. Donc elle va intégrer d'autres communes au périmètre actuel, comme Saint-Laurent-du-Var, La Gaude, Saint-Jeannet, Gatière, Carros ou Le Broc. Et donc en fait, les effluents, d'ailleurs, c'est l'ensemble des eaux usées, des eaux de ruissellement, des eaux superficielles qui sont évacuées par les égouts et les agglomérations. Et quand est-ce que le projet il sera mis en service ?
Alors, on doit attendre jusqu'à juin 2030 pour l'entrée en service complète de la station. Donc, en fait, ce chantier, en fait, il sera très long pour 2 raisons. L'interdiction d'arrêter la station actuelle et l'obligation de travailler à quelques mètres de la mer et de ses remontées d'eau salée. Donc les travaux seront faits morceau par morceau, avec à chaque fois déconnexion, reconstruction totale de l'unité et reconnexion de celle-ci avec le reste de l'usine. Et donc difficile et laborieux. Le chantier mobilisera 200 emplois en construction et l'exploitation, elle, 60 à long terme. Donc si j'ai bien compris, grâce à Aliotis 2, il y aura une plus grosse quantité d'eau qui va être traitée. Il y a d'autres choses qui vont changer? Oui, c'est bien sûr. Parmi les innovations, Suez a développé des nouveaux traitements qui, grâce à leur conception évolutive, permettront d'éliminer 90% des microplastiques. Donc le but est encore d'anticiper, encore une fois, je suis désolée, mon père parle dans le chat. Très belle voix, merci papa. Le but est d'anticiper encore une fois et de répondre aux exigences réglementaires de qualité de l'eau les plus strictes. Concrètement, il y a 2 démonstrateurs industriels qui évalueront les traitements contre les micropolluants de 150 mètres cubes par heure. Donc tous les perturbateurs endocriniens ou les substances émergentes, par exemple, seront traités. Donc une gestion de l'eau d'un réseau intelligent basé sur l'intelligence artificielle et l'analyse de données qui permettra de mieux gérer les épisodes de pluie et leurs conséquences. Les risques de déversement seront ainsi limités et la qualité des eaux de baignade mieux préservée pour nos petits Niçois. Donc, comme pour... je sais pas si on peut m'afficher le chat pour voir ce que ton père a dit, justement. Il est juste là, le chat, derrière toi. Super. Alors, on me dit voilà, que certains pays pratiquent la désalinisation et le département des Comores a au moins une usine, mais l'eau est saumâtre au goût. Donc, est-ce que tu sais comment on fait, justement, pour que, au goût, ça ne se ressente pas que c'est de l'eau réutilisée? J'imagine que ça doit être avec beaucoup de produits en vrai pour rendre l'eau un peu plus goûtable, quoi. On sait il y a beaucoup peut-être avec les minerais aussi, des minerais d'utilisation, tout ça. Après je suis pas une experte du sujet, mais en tout cas c'est vrai que l'eau, on remarque différent selon l'endroit où on se situe. L'eau du robinet est différente, le goût est différent, donc peut-être c'est par rapport aux stations d'épuration et tout ça. Et alors, comme pour Cannes, du coup, Nice, elle va aussi se remettre à la réhud, c'est ça? C'est ça. Donc, la métropole de Nice disposera dès 2028 d'une unité industrielle de réutilisation des eaux usées traitées, capable de recycler 5 millions de mètres cubes d'eau par an. Donc, soit une réutilisation de 11% dès 2028, visant à respecter le plan gouvernemental de réutilisation de l'eau de 10% d'ici 2030. Donc, cette installation couvrira les besoins en arrosage des espaces verts et de nettoyage des voiries de la ville de Nice. Et en plus de favoriser la réhud, du coup, la station d'épuration a pour mission de créer de l'énergie, c'est bien ça? Oui, bien sûr. Donc, la station, en fait, elle va générer plus d'énergie qu'elle n'en consomme. Donc, elle produira 43 gigawattheures par an de biogaz, qui sera valorisé à 100% et permettra de produire le gaz nécessaire à la consommation de 11 000 logements et de faire rouler 290 bus. Les calories des eaux usées traitées avant leur rejet en mer seront récupérées et permettront de produire 27 gigawattheures de chaleur pour le quartier des Grands Arénas et de l'aéroport. Quant aux calories de boues d'épuration séchées, de l'ordre de 26 gigawattheures par an, elles serviront à l'unité de valorisation énergétique de l'Ariane. Le volume des boues produites sera réduit à 70% par rapport à l'usine actuelle. C'est important parce que ça permettra de diviser par 3 le nombre de camions circulants et par 13 le nombre de kilomètres parcourus. Donc une empreinte carbone moindre. En plus, les camions fonctionneront au carburant vert, donc pas de souci sur l'empreinte carbone. Aliotis 2 sera aussi équipé de panneaux photovoltaïques qui produiront 475 MWh par an d'électricité et contribuera à une partie de l'autonomie en énergie du bâtiment d'exploitation.
Donc, en plus de tout ça, en plus de toute cette énergie accumulée, la nouvelle usine comportera plus de 28 tours de désodorisation ultra performantes, capables de traiter 300 000 mètres cubes d'air par heure. Donc, une bonne chose pour le voisinage, parce qu'on sait à quel point les stations d'épuration sont... L'odeur n'est pas pas au rendez-vous. Même, on peut voir, d'ailleurs, si vous regardez sur Google, elle est notée 2,3 sur 5. Et en fait, la raison principale, c'est les odeurs. Comme une certaine Jessie a même noté sur Google, odeur épouvantable quand on passe dans le quartier. Il faut vraiment y remédier. Alors, quelqu'un qui met, j'aimais bien la question, et moi aussi, je l'aime bien. Cette question, c'est l'impact des COP est-il à la hauteur des enjeux ? À votre avis, est-ce que vous pensez, Pierre, par exemple, que on traite des bons sujets lors des COP? Je suis pas un spécialiste des COP, mais comme le disait tout à l'heure Madame Dumoncel, c'est effectivement, je pense que en tout cas, les sujets reviennent. C'est des sujets toujours importants et bon, je pense qu'elles sont à la hauteur des enjeux, mais enfin, après, c'est les résultats. Et vous, Anne, vous pensez qu'on parle des bons sujets pendant ces réunions? Alors, ce serait intéressant que vous veniez faire un tour dans une COP parce que on doit parler d'à peu près 400 sujets au même moment dans différents endroits. Donc, le plus dur pour un journaliste qui débarque dans une COP, c'est de savoir où il doit aller et quel sujet il va couvrir. Donc, on parle d'énormément de sujets. On parle beaucoup, c'est un peu le problème. C'est qu'on aborde les sujets et après, la question, c'est de savoir comment dans l'année, on va évaluer, mesurer les résultats concrets de ce qui s'est passé dans une COP. Il y a un autre aspect qui me paraît super important, c'est que le fait que les gens qui travaillent sur le climat se retrouvent tous les ans, y compris les militants, y compris, vous savez qu'il y a une perspective de boycott de la COP28. En tout cas, il y a une pétition qui circule en ce sens, mais beaucoup d'ONG vont y aller parce qu'ils disent que c'est extrêmement important en fait d'y être. Et puis je vous rappelle qu'il y a une COP super importante qui était la COP21 et qui a vu naître l'accord de Paris. Il ne faut pas oublier que toutes les stratégies nationales, les lois, les textes européens, les actions en justice découlent de ce texte, de l'accord de Paris, et que donc, en fait, il y a plein d'effets collatéraux et indirects de ce qui se passe dans les COP. Alors, et on pourrait dire évidemment que ce qui se passe dans les COP n'est pas à la hauteur de l'urgence posée par le GIEC, mais je crois vraiment que les COP ont le mérite d'exister. Et je peux vous donner un exemple. En 2013, quand il y a eu la COP au Pérou, il n'y avait pas de ministère de l'Environnement au Pérou et il a été créé. Donc le pays qui accueille doit aussi montrer qu'il est soit un peu exemplaire, en tout cas montrer des efforts. Donc le fait que les COP tournent un peu partout à travers le monde a aussi des effets indirects qu'on ne voit pas. Après, je sais pas ce qu'il faudrait faire pour que 70 000 personnes et leur empreinte carbone évidemment pèsent moins dans la balance, mais on n'a pas encore trouvé l'alternative. En tout cas pour votre expertise, on va juste revenir au projet Aliotis 2 que tu présentais, Mathilde. En fait, c'est un énorme projet. Oui, c'est ça. En fait, c'est vraiment avec cette station, en fait, la métropole de Nice espère devenir à la pointe sur les traitements des eaux. Mais sa construction, bien sûr, ne se fera pas sans un gros effort financier. Donc, rappelons que 700 millions d'euros, quand même, ont été empruntés pour le projet. C'est la Banque des Territoires, qui est une marque de la Caisse des dépôts créée en 2018, va apporter l'essentiel du financement. Et, donc, c'est 600 millions d'euros qu'ils ont donnés à Suez, qui sont remboursables sur 40 ans. Donc 40 ans, le reste devait être couvert en fait par des subventions de la région, où l'agence des eaux aussi va verser une part. Concernant le prix de l'eau, Christian Estrosi, le maire de Nice, explique qu'il faut sans doute imaginer une petite augmentation, mais contenue. Je cite, grâce notamment à une meilleure gestion de la ressource en eau, en traquant les fuites d'eau, avec l'intelligence artificielle. Donc, quoique, elle est toujours là, même pour l'eau, l'intelligence artificielle. Merci beaucoup. Eh ben, merci beaucoup, Mathilde. On continuera de suivre l'avancée de ce projet Aliotis 2. Oui, non, c'est un projet énorme et c'est un projet écologiquement très vertueux avec
effectivement, je crois que c'est la première station probablement au monde comme ça à créer de l'énergie et à rejeter une eau de qualité presque normale, une eau de très bonne qualité. Ceci dit, effectivement, c'est 700 millions d'euros d'investissement. Ça se termine généralement à 1 milliard d'euros. 700 millions. Donc je pense que... quand même. Ah ben oui. Oui, je pense qu'il y aura malgré tout, alors Christian Estrosi dit une augmentation négligeable ou petite, mais je pense qu'après tout, il y aura également une augmentation du prix de l'assainissement, mais il faut savoir ce que l'on veut, et je pense que c'est grâce à des projets vertueux de ce type-là que, effectivement, on peut avancer, même si ça coûte un peu cher. Oui. Il faut aller dans ce sens. Ceci dit, une station d'épuration comme ça, certes, il y a la réutilisation des eaux usées traitées, mais je pense que ça génère également, ça doit générer 2000 tonnes de boue qui restent par an. Et quand je parle de boue, ça veut dire des boues totalement asséchées après être passées dans les usines de désodorisation. Et je pense que c'est ça, ces boues, après, ils veulent les utiliser pour faire du biométhane. Oui. Donc vraiment, c'est tout le cercle a été réutilisé en fait. Tout est réutilisé et il faut aller dans ce sens-là. Et en fait, dans les Alpes-Maritimes, on revient de loin parce que la plupart des stations n'étaient pas conformes, en particulier donc à Cannes, mais également à Cagnes-sur-Mer qui vient d'avoir une nouvelle station. Et la nouvelle station de Cannes, Aquaviva, est également très très performante. C'est pour ça d'ailleurs qu'on peut réutiliser ces eaux usées traitées. On nous demande dans le chat l'avis d'Anne. Donc Anne, est-ce que vous pensez qu'une station comme ça faite à Nice, ça peut se faire dans d'autres pays ou même en France ? Je pense que ce que vient de dire Pierre, c'est sur le côté totalement vertueux et circulaire de ces systèmes-là, c'est qu'il faudrait effectivement pouvoir le faire absolument partout. Après, le coût du projet qui peut aller jusqu'à 1 milliard d'euros, c'est évident qu'il y a beaucoup d'endroits qui ne pourront pas payer cette somme-là. Il existe, j'imagine, des projets à plus petite échelle qui peuvent répondre à ces besoins, mais en tout cas, on voit bien à quel point on est dans une période où on découvre que cette ressource qu'on pensait infinie ne l'est plus, et y compris il va falloir mettre un prix à cette ressource. Donc on va devoir changer radicalement de rapport avec l'eau en fait, et ces projets et l'ampleur et le coût de ce projet montrent à quel point cette ressource va être considérée comme précieuse à l'avenir. Merci beaucoup Mathilde déjà. Oui, on a changé le rapport avec l'énergie. L'énergie, on voit que l'énergie est plus rare, plus difficile, et donc les prix de l'énergie ont augmenté. Et automatiquement, si on veut avoir une eau de bonne qualité et des rejets de bonne qualité, les prix vont obligatoirement augmenter. Oui, il faut s'attendre à ça sur le prix de l'eau. Mais je pense que pour avoir la bonne qualité qu'on attend et surtout l'énergie en fait, je pense que c'est le plus gros aussi, ça va alimenter l'énergie de pas mal de communes à côté quoi. Donc c'est vraiment j'aime bien tout ce cercle vertueux comme vous avez dit de réutiliser tout ce qu'on a rejeté en fait on va le réutiliser. Et je trouve ça beau que surtout en fait plus ce soit fait ici. Une première, j'espère que Suez va faire d'autres projets comme ça, même si bon, je pense pas que ce soit d'actualité encore. En tout cas, elle avait dit au Nice Climate Summit que c'était une exclusivité ici. Donc on espère en tout cas que les habitants de Nice et de la région vont voir le potentiel du projet, le potentiel pour après sur le long terme. En fait, on m'a dit c'est vraiment de l'anticipation. Le but du projet, c'est d'anticiper tous les besoins en eau qu'on a ici et surtout d'énergie aussi. Et je trouve ça. J'espère que la population va bien réagir sur les prix de l'eau aussi, qui n'ont pas. En tout cas, c'est un beau projet, je trouve. Oui, c'est un très très beau projet. Donc c'est très cher. Je pense que la métropole de Nice, avec je crois presque plus d'1 million d'habitants, peut amortir
peut amortir ce projet. Mais c'est un projet innovant. Et c'est des projets vers lesquels on doit aller parce qu'en fait, comme vous le disiez au départ, il faut vraiment stimuler la recherche. Et c'est ce type de projets qui font stimuler, qui stimulent cette recherche et qui permettent d'avancer. Bien sûr, ça permet d'avancer. On va y arriver, on va y arriver. On l'espère en tout cas. Je ne sais pas si Anne, vous êtes encore avec nous, parce que je voulais parler avec vous d'un autre projet, mais je ne sais pas si vous nous entendez. Ah, on me dit que Anne n'est plus là. On reviendra aux questions de Anne tout à l'heure. Je pense qu'on va accueillir Dunvel, excusez-moi. Mathilde, merci beaucoup en tout cas. Et on va accueillir Dunvel qui va nous parler de la réhute dans le monde, puisque voilà, on a parlé du côté Côte d'Azur, on a parlé de Cannes, d'Antibes, et là on vient parler de Nice avec le projet Aliotis 2 avec Mathilde. Bonjour. Et maintenant on va s'intéresser à la réhute dans le monde avec Dunvel. Bonjour Dunvel. Bonjour Théo, bon j'arrive avec une mauvaise nouvelle, je suis désolée, on est de très mauvais élèves. Bon nous, non normalement, je sais pas si vous avez cet avis dans le chat, on est d'excellents élèves je dirais. Mais la France par contre en matière de réutilisation des eaux usées, c'est plutôt un cancre. En fait, tu le remarques quand tu compares le pourcentage d'eau usée réutilisée avec celui des autres pays. En Italie, on est à 8%, en Espagne, on est à 14%, en Israël, ça va jusqu'à 80% d'eau réutilisée et qu'ils utilisent en fait quotidiennement. Théo, à ton avis, en France, bah voilà, la réponse est là. J'allais te demander, tu penses qu'on est à combien ? Moi, j'aurais dit 10 ou 15%, mais ça me paraît peu en fin de compte. Non, en fait, on est à 1% et c'est le but du plan eau qu'Emmanuel Macron a annoncé en juin dernier, c'est d'arriver à 10% en 2030. Mais bon, pour l'instant, on est à la traîne. Il faut dire aussi que la nécessité fait loi. Si on est aussi en retard en matière de réutilisation des eaux usées, c'est parce que, en fait, on a un climat et une géographie qui nous a permis jusqu'à présent de combler nos besoins en eau potable et en eau propre, en fait. Mais la situation a changé. Ça fait quelques étés maintenant qu'on se rend compte de la sécheresse durable dans laquelle la France est actuellement et surtout qu'en fait cette sécheresse ne se limite pas aux seuls mois de juillet et d'août. C'est une sécheresse globalisée. Là on est en plein mois d'octobre et on est encore en alerte sécheresse. Elle s'arrête je crois le 31. Donc les eaux usées traitées sont donc un enjeu central dans la préservation de la ressource, elle qui vient de plus en plus fréquemment à manquer. La chance qu'on a finalement, c'est d'être aussi en retard. Ça nous permet de prendre exemple sur les pays qui nous entourent et qui, eux, ont déjà soulevé des problèmes, répondu à des questions que la réutilisation pouvait soulever ou même juste ils ont pu profiter de cette ressource. Parce que quitte à faire de la réhute, autant copier, je sais pas, sur Israël par exemple, qui fait 80% de la réutilisation en eau. Oui, exactement. Mais en fait, le problème, c'est qu'il y a 60 pays qui pratiquent la réutilisation des eaux usées et c'est difficile de déterminer qui en réutilise le plus parce que tous les pays ne recensent pas leurs données de la même façon. C'est-à-dire que les données ne sont pas normalisées. Par exemple, si on considère le volume annuel d'eau réutilisée, donc d'eau usée réutilisée, il y a la Chine, le Mexique et les États-Unis. Et en fait, les deux premiers, là, la Chine et le Mexique, produisent des eaux de faible qualité liées à un niveau de traitement insuffisant. Si on prend la quantité d'eau réutilisée par habitant, c'est le Qatar, le Koweït et ensuite Israël qui sont sur le podium. Mais après, si tu prends la quantité d'eau réutilisée par rapport à la quantité d'eau totale utilisée, là, il y a toujours le Koweït et l'Israël, mais il y a en plus Singapour. Et donc je vais m'arrêter un petit temps sur Singapour parce que en fait c'est un cas assez connu qui fait un peu référence dans le domaine de la réhute, parce que c'est une île donc avec une densité de population très élevée qui a dû faire face à des pénuries très très vite dans son histoire et donc elle s'est tournée vers les eaux usées. Et maintenant Singapour avec la Namibie fait partie de ces deux pays qui ont poussé la réutilisation jusqu'à la potabilisation. Donc ça veut dire qu'en gros les eaux usées de Singapour sont traitées avec une technologie de pointe. L'eau usée passe par de la microfiltration, de l'osmose inverse et un traitement UV. Donc l'osmose inverse, c'est un système de microfiltration, c'est un filtrage très très fin qui ne laisse passer que les molécules d'eau. Et les traitements UV, ils viennent en fait illuminer l'eau, je suppose, avec des UV, ce qui vient tuer les micro-organismes. Cette eau recyclée s'appelle la New Water. Elle a l'utilité qu'on connaît de l'eau de la réutilisation, donc pour les industries, pour l'agriculture, mais aussi une fraction de cette eau, de cette New Water, 5%, est mélangée avec de l'eau naturelle et alimente ensuite le réseau d'eau potable de l'île.
Et je crois que la Namibie fait pareil aussi, non? Oui, c'est ça, en fait. La Namibie, c'est le seul autre pays à réutiliser, à réutiliser non pas, mais à potabiliser les eaux de la Réut. À Windhoek, la capitale, depuis 1969, la ville a décidé de réutiliser ces eaux usées afin de les consommer. Donc pour faire face aux pénuries récurrentes, ils ont mis en place des infrastructures qui traitent jusqu'à 35% des eaux usées, qui viennent ensuite alimenter les réserves d'eau potable. Mais du coup, c'est quoi le problème de la Réut? Parce que là, tu nous présentes comme la solution, en fait. Ouais, mais en fait, le premier problème, déjà, c'est la population. Parce que souvent, les gens sont réticents à utiliser de l'eau recyclée parce que, en fait, ils se disent que cette eau est sale. Sauf que l'eau recyclée n'est pas une eau sale, c'est une eau propre, traitée. Et pour répondre à ce problème, en fait, il faut sensibiliser la population et leur faire comprendre que, oui, l'eau est propre et on peut l'utiliser pour arroser son jardin. Voilà. Et en fait, afin qu'ils comprennent que cette eau est propre, il faut donner des exemples. L'exemple le plus concret qu'on donne, ce sont celui des astronautes dans la Station spatiale internationale, puisqu'en fait, bon, pas de surprise, pas de rivière dans l'espace, et en fait, les astronautes, ils vivent des mois dans cette station et ils doivent se laver, se nourrir, et ils utilisent en fait de l'eau recyclée. Donc voilà. Ensuite, le second problème, c'est que pour des usages très spécifiques et assez restrictifs, l'irrigation ou la recharge des nappes phréatiques, l'eau recyclée n'est pas encore validée pour... comment dire ? La France n'a pas encore validé la qualité de ces eaux, en fait, pour certains usages, notamment pour la consommation directe d'eau. Donc voilà. Il me semble qu'on a des questions dans le chat par rapport à ce que tu viens de nous dire, Denvel. Je ne sais pas si on peut l'afficher à l'écran. Voilà, on nous demande par exemple, est-ce que des guerres de l'eau, comme on avait pu le voir entre l'Afghanistan et l'Iran cet été, sont à prévoir? Peut-être que Anne, vous pouvez nous répondre par rapport à ça, à cette thématique des guerres de l'eau qui vont ont malheureusement sûrement se multiplier dans les années à venir face à la sécheresse. Il y a déjà des problèmes qui se posent entre l'Égypte et l'Éthiopie, notamment avec l'idée de faire des barrages sur le Nil. Enfin, ce qui est très, très intéressant d'ailleurs dans la gestion de l'eau en général et comme dans beaucoup de sujets climat, c'est que ça oblige à mettre autour de la table des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de se parler. Une rivière ou un fleuve se fout des frontières et donc il faut mettre autour de la table toutes les parties prenantes. On voit bien d'ailleurs, y compris dans le plan eau qu'a présenté l'État français, qu'une des parties des actions consiste déjà à rassembler tous les gens concernés. Et évidemment, la conflictualité autour de l'eau va augmenter avec le manque de ressources hydriques. Oui. Alors, je voudrais intervenir là sur ce que vous avez dit, pourquoi la France est en retard. Oui. La France est en retard. C'est pas la faute des décideurs, parce que ici à Cannes, David Lisnard milite depuis presque entre 5 et 10 ans pour réutiliser ces eaux usées traitées. C'est le problème de l'ARS, de l'Agence régionale de santé, qui, principe de précaution exige, en fait, n'a jamais voulu autoriser cette réutilisation des eaux usées traitées. Il a fallu attendre la décision du président de la République avec le plan eau pour que tout se débloque. Je crois que le président de la République ne serait pas intervenu. Actuellement, on ne réutiliserait pas les eaux usées traitées. Hein. Oui. Donc c'est pour ça qu'on est en retard. Oui. C'est pas les décideurs. Non, mais j'ai dit Voilà. que c'était pas les décideurs. J'ai dit que en fait, Ouais. on avait pris du retard aussi parce qu'on n'avait pas tout de suite vu la nécessité Voilà. en fait, de réfléchir à une façon de recycler l'eau, vu que jusqu'à quelques années, en fait, on n'avait pas atteint un stade de sécheresse comme ça en France, en tout cas sur d'autres mois que les mois d'été, où évidemment on a eu des canicules depuis des années, mais sur vraiment la perte en fait de la ressource en eau. Alors après, vous avez les exemples extrêmes avec Singapour et la Namibie qui de reconsommer les eaux usées traitées. Bon, je vous rappelle quand même que les eaux ont été vecteurs quand même de pas mal de maladies, hein, comme la poliomyélite, et que depuis qu'on traite l'eau, déjà réutiliser des eaux usées traitées, c'est peut-être ressurgir d'autres maladies. D'autre part, il y a quand même pas mal de perturbateurs endocriniens dans l'eau. J'allais y venir. Voilà, et donc c'est vrai que
et des microplastiques. Donc vraiment, il faut que ça soit une eau très bien traitée. Sincèrement, moi, j'hésiterais vraiment pour des raisons sanitaires à franchir le pas. Hein, oui, mais de toute façon, la France répond déjà à de nombreuses normes et critères imposés par l'Union européenne. Et en fait, chaque pays doit choisir quels sont les critères qu'ils imposent sur les eaux réutilisées pour qu'elles soient consommées. La France et les laboratoires à l'international, en fait, travaillent quotidiennement pour développer des procédés innovants et constamment améliorer la qualité de ces eaux. Parce que, comme vous l'avez dit, en fait, les inconvénients majeurs de ces eaux, c'est qu'elles ont une salinité élevée qui peuvent nuire à la qualité des sols, mais aussi il y a donc la présence de polluants et de micropolluants qui sont perturbateurs endocriniens. Donc c'est pour cette raison que la France a établi ces critères sur la réutilisation des eaux usées et que pour l'instant, si on a décidé de réutiliser les eaux usées, notamment par exemple dans les centrales nucléaires et dans toutes les industries, en tout cas c'est l'un des projets évoqués dans le plan eau, c'est justement parce qu'elles ne répondent pas aux critères suffisants pour être consommées directement par la population. Mais donc c'est une étape qui est en train d'être franchie, certes, mais le chemin est long. Anne, vous souhaitez réagir peut-être, vous pensez qu'une grande ville comme Paris, par exemple, pourrait un jour boire de l'eau déjà utilisée? Alors, franchement, j'en sais rien, parce que ça dépend justement à la fois des systèmes existants, de la technologie. Et donc, par contre, je souhaitais rebondir à l'allusion aux centrales nucléaires qui viennent d'être faites, parce que elles consomment quand même 16 milliards de mètres cubes d'eau par an, c'est-à-dire pratiquement la moitié des ressources en eau utilisées en France. Donc effectivement, on imagine bien que si on les traitait avec des eaux usées, ça changerait quand même singulièrement la donne. Bon, en tout cas, j'ai été complètement bluffée par ce chiffre et je vous recommande d'ailleurs la lecture du rapport de la Cour des comptes qui date de cet été, qui repose un peu tout, voilà, qui donne tous les grands points et enjeux clés de l'eau et aussi de son économie. Oui. Pierre, tout à l'heure, vous nous disiez que c'était... Merci Anne, pardon, excusez-moi. Pardon, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose ou si je vous ai coupé. Non, pas du tout. Super, merci à vous. Tout à l'heure, vous parliez de l'ARS qui avait pendant longtemps bloqué ce processus de réutilisation. Pourquoi, à votre avis, ils ont bloqué ? Pour des raisons essentiellement sanitaires, c'est-à-dire en fait c'était sur la qualité de ces eaux usées traitées que l'on redisperse à nouveau, savoir s'il y avait on n'arrosait pas avec des microbes. Hein. Je vous rappelle quand même que dans les sels il y a quand même pas mal de microbes, que en fait on ne diffuse pas, par exemple, plein de salmonellose et de bactéries dans les rues, en fait. Donc voilà, c'était effectivement la réticence sur laquelle l'ARS appuyait. Et donc, comme on voit qu'il y a des pays qui arrivent bel et bien à produire une qualité d'eau réutilisée qui apparemment ne rend pas malade leur population puisqu'ils la remettent dans le circuit d'eau potable, peut-être qu'en France, on y arrivera bientôt. J'espère, mais enfin vraiment, il faut avoir... boire de l'eau à la sortie d'une station d'épuration, je ne sais pas si vous le feriez. Ah non, mais c'est pas ça le principe, non, alors de réutilisation. J'ai entendu, c'est-à-dire qu'il le dilue avec 5% d'eau usée traitée. Non, mais en fait, l'eau qui est sortie des stations d'épuration est ensuite retraitée pour être recyclée. Ouais. C'est pas l'eau qui sort directement de la station d'épuration. Il la rechlorifie, il la voilà. À Singapour, par exemple, c'est le processus, c'est le traitement par UV, c'est l'osmose inverse, c'est d'autres processus que celui qui est fait en station d'épuration. Ouais. Mais il y a quelqu'un qui demande sur le chat, est-ce qu'on a le choix en définitive par rapport à sa consommation d'eau ? Déjà, on a le choix d'être plus sobre énergiquement et le choix de consommer, ou en tout cas de consommer différemment et de façon un peu plus responsable son eau. Le choix de réutiliser les eaux usées, c'est une solution qui ne peut pas être la réponse à la sécheresse, ni au manque d'eau, ni à la guerre d'eau. Ce sont juste des outils qu'on nous donne. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris. La réhute, c'est durable pour la planète ?
Oui, bah alors écoute, déjà c'est beaucoup moins énergivore que la désalinisation des eaux, puisqu'il y a eu cette question tout à l'heure dans le chat, et en fait déjà ça consomme beaucoup d'énergie, plus que le processus de réutilisation, et aussi c'est très limité, puisque la désalinisation des eaux, elle peut se faire que près d'un littoral. Or, les eaux usées, il y en a partout, donc ça veut dire qu'on peut potentiellement réutiliser les eaux usées partout. Mais il est aussi important de préciser que les eaux usées ne peuvent pas et ne doivent surtout pas être toutes réutilisées, parce qu'en fait, les eaux, une fois qu'elles arrivent à la station d'épuration, avant du coup d'arriver dans ce processus de réutilisation, de chlorification, traitement par UV, etc., en fait, avant ça, elles étaient juste tout simplement rejetées dans la nature, et par ce rejet, elles s'imprégnaient dans les nappes phréatiques, elles nourrissaient la biodiversité, nourrissaient les cours d'eau. Donc en fait, elles avaient vraiment un rôle dans le cycle de l'eau. Et si on réutilise toutes ces eaux-là, et ben les nappes phréatiques sont plus remplies, les cours d'eau sont plus... C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est très bien pour le littoral, mais effectivement, pour ce qui est sur la partie au-dessus du littoral et partout ailleurs, effectivement... la réutilisation des eaux usées traitées n'a pas beaucoup d'intérêt. En tout cas, ça diminuerait la quantité d'eau qu'il y a dans le milieu. Oui. Bah, après, du coup, les eaux usées, s'il y avait des stations de réutilisation des eaux un peu partout, dans ce cas, ça ne limite pas son application, non? Je ne suis pas sûre d'avoir compris votre remarque. Non, ce que je veux dire... Sur le littoral, les eaux usées traitées partent ensuite à la mer. Oui. En dehors du littoral, en pleine pleine terre, effectivement, ces eaux usées traitées sont rejetées dans la nature. Elles sont donc de nouveau filtrées et elles alimentent de nouveau les fleuves. Et parce que sinon, ça priverait effectivement les cours d'eau de quand même pas mal de quantité d'eau. Bah oui, et puis justement, en fait, en Espagne, il y a des régions qui sont en train de devenir arides parce qu'elles n'ont plus les apports d'eau rejetés par les stations d'épuration. Exactement. Et en fait, il faut juste réfléchir avec son environnement et faire au cas par cas en fonction des besoins d'eau du territoire qui nous entoure, et sans faire pâtir en fait la nature et la biodiversité. Parce que dans le cadre d'une politique de sobriété, la réutilisation des eaux usées doit rester, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, une solution de substitution au prélèvement de la ressource en eau et ne pas inciter au développement de nouveaux usages plus polluants. L'eau est un bien commun qui nous incombe à tous de préserver. C'est la question qui doit nous tenir à cœur à chaque fois. Et on a une question très intéressante dans le chat, c'est cette solution, elle pourrait être développée en France dans combien de temps? Enfin, déjà, est-ce que c'est faisable? Est-ce qu'on a une estimation de dans telle année on y arrivera? En tout cas, dans le plan eau dévoilé il y a quelques mois, Emmanuel Macron dit vouloir augmenter la réutilisation des eaux usées à 10% en 2030. Donc c'est faisable, juste il faut l'organiser et voir si ça prend. Je crois que Anne, vous vouliez réagir par rapport à ça, si on avait une date pour la réutilisation en France. Alors sur la date, je ne sais pas, mais en fait je voulais réagir surtout sur la répartition des usages de l'eau en France. Alors je ne sais pas, c'est peut-être un point que vous avez abordé en début d'émission, mais dites-le moi si c'est le cas. Je ne sais pas si vous l'avez abordé ce point. C'est-à-dire qui consomme l'eau en France, dans les usages. Parce que c'est intéressant, c'est 26%, c'est vraiment de la consommation d'eau potable. On a les agriculteurs qui consomment 57% du total, le refroidissement des centrales 12% et les industries 5%. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce sont les particuliers qui payent 75% de la facture de l'eau. Donc je crois que dans le plan eau, il va y avoir aussi sans doute tout un travail en fait pour que les gens qui consomment, les acteurs ou les structures qui consomment le plus d'eau soient aussi ceux qui la payent. Et donc je crois qu'il va y avoir deux principes importants, un qui est le principe pollueur-payeur et le deuxième qui est le principe préleveur-payeur. Donc je pense que là aussi on va peut-être responsabiliser de plus en plus les acteurs en fonction de la réalité de leur consommation d'eau. Oui. Merci, vous voulez réagir, oui?
Oui, non, pour finir sur les eaux usées traitées, il n'y a pas que les stations d'épuration. Vous savez, actuellement, chaque particulier, et donc on a développé des constructions où les eaux de douche, il y a 2 circuits, un circuit d'eau potable et un circuit pour la douche, les autres eaux qui peuvent également servir ce circuit à aller au niveau des toilettes. Et donc, en fait, si chaque particulier utilise ce système, ça peut entraîner une diminution de la consommation d'eau, ce qui est quand même très important. Et donc je crois qu'il n'y a pas que les stations d'épuration, mais c'est les particuliers. Et c'est vrai que nous, on envisageait dans certaines mairies pour des projets vertueux de ce type-là, eh bien, à autoriser les gens qui utiliseraient plusieurs circuits d'eau à leur augmenter leur surface constructible, à les récompenser, disons, de cette façon. Donc voilà, il y a aussi ça. Ok. Voilà. Alors après, pour juste un chiffre, quand même, sur votre consommation d'eau, 1%, seulement 1% sert à la boisson. 6 à 7% sert aux eaux de vaisselle, mais tout le reste, c'est les douches, c'est les WC, et comme le montrait tout à l'heure la personne qui était en Norvège, effectivement, il y a une consommation de 105 litres d'eau par jour, mais seulement 1% pour la boisson. Oui. Voilà, donc vous voyez que c'est quand même très faible. Oui. On devrait boire plus et se laver moins. Pardon? On devrait boire plus et se laver moins. Ouais. Ça peut être une solution, effectivement. Peut-être qu'on va... merci en tout cas Denvel, et peut-être qu'on va regarder une infographie faite par Gaspard qui nous explique concrètement ce que c'est la REUT, comment ça marche et pourquoi ça reste une initiative positive. Eh bien concrètement, la réutilisation de l'eau, c'est le fait de réutiliser directement l'eau en sortie de station d'épuration sans passer par un retour dans le milieu naturel. En France, on l'utilise depuis 2010, notamment pour l'arrosage des espaces verts et pour l'irrigation agricole. Bon, la REUT c'est bien, c'est écolo, mais au-delà de ça, quels sont ses vrais avantages? Eh bien, premièrement, avec la REUT, on ne pompe plus dans nos réservoirs directs d'eau potable, tels que les nappes phréatiques et les cours d'eau. À une époque où chaque litre compte, c'est important. Deuxième avantage, et pas des moindres, vu qu'on réutilise l'eau qui sort des stations d'épuration, fini les rejets d'eau usée, et donc à nous les baignades dans une eau de meilleure qualité. C'est également bénéfique pour la pratique de la conchiliculture, la culture des coquillages comme les huîtres creuses, les moules, etc. Bon ok, c'est peut-être pas mon meilleur argument. Dans un nouveau décret publié en mars 2022, en plus de l'irrigation agricole et des espaces verts, on peut aussi réutiliser l'eau pour le nettoyage urbain comme l'assainissement des voiries, le nettoyage des réseaux, appelé aussi hydrocurage, ou encore la lutte contre les incendies. Bon, en conclusion, la REUT c'est bien, certes, mais que pour certaines fins. Même si vous avez la fibre écolo, il est toujours interdit d'avoir recours à la réutilisation des eaux usées pour des usages alimentaires, pour prendre votre douche ou encore pour laver votre linge. Merci beaucoup Gaspard pour cette infographie, merci à toi aussi Denvel. Merci à vous. Et maintenant j'aimerais qu'on voit avec Anne une situation un peu critique en France, à Mayotte, où la situation reste très compliquée face à une crise de l'eau importante. Encore aujourd'hui, l'accès à l'eau au robinet il est très réduit pour les habitants. Comment ça se passe là-bas et quand est-ce que les Mahorais vont retrouver une vie normale? Alors, moi, j'ai envie de vous dire que Mayotte, c'est le condensé de tout ce qu'il ne faut pas faire. Hein. C'est-à-dire qu'il y avait des fuites sur les réseaux d'assainissement. Il y a un décalage total entre la population et la population, je dirais, administrative et la population réelle. Il y a une déforestation massive. Enfin, en gros, c'est sans doute l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire, et donc on se retrouve dans une situation assez critique où on voit d'ailleurs je sais plus si des policiers ou des gendarmes, mais qui transportent de l'eau en bouteille. En gros, la situation est que les périodes, donc là en fait l'île est dans l'attente de la saison des pluies, et que cette saison des pluies elle intervient de plus en plus tard. Avant, cela se passait en novembre, ça peut arriver en fait
en janvier, et donc il devient de plus en plus difficile de passer cette période. Donc on est vraiment dans un moment critique et où quand on fouille un petit peu le sujet, on se rend compte qu'il y a des multiples responsabilités en fait derrière cette situation, qu'elles soient techniques, opérationnelles, problèmes de coordination. Enfin vraiment, je crois que c'est un cas d'école. Vous avez évoqué des raisons climatiques, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une sorte de délaissement de la part de l'État par rapport à Mayotte? En tout cas, de décalage complet entre ce qu'il faudrait faire et ce qui est fait, et le fait qu'il y ait une complexité aussi d'organisation sur place qui fait que c'est très difficile d'établir les responsabilités. Je voyais par exemple qu'il y a des systèmes de fontaines à eau. Je crois qu'il y a encore quelques années, il y en avait la moitié qui ne marchait pas. Enfin, ça a l'air. J'ai presque plus l'impression d'un système qui est complètement défaillant plutôt que d'une histoire. Enfin, alors on peut dire que l'abandon, c'est avoir un système défaillant, mais je crois qu'il y a à peu près tous les éléments qui expliquent la crise actuelle. Enfin, c'est tout à fait impressionnant. Mais merci beaucoup en tout cas, Anne. Je ne sais pas si Pierre voulait réagir par rapport à cette situation qu'il y a en ce moment à Mayotte au niveau de l'eau. Je partage l'avis d'Anne, parce qu'en fait, effectivement, tout le système est défaillant. Quand on distribue de l'eau, la principale chose, c'est déjà d'avoir des réservoirs. Alors, effectivement, quand il y a effectivement une période des pluies, puis ensuite des mois de sécheresse, il faut effectivement faire des retenues d'eau, de façon à pouvoir ensuite distribuer de l'eau. En plus, effectivement, je pense que les réseaux d'eau sont effectivement très défaillants, avec un rendement qui est pitoyable. Donc effectivement, je crois qu'il y a beaucoup de travail pour remettre en ordre la distribution d'eau à Mayotte. Hein. Ouais. On est censé accueillir Éric Blanco, je ne sais pas s'il viendra, mais en tout cas on accueille pour l'instant Aurélien. Comment ça va, Aurélien? Ça va et toi? Bah écoute, ça va très très bien. Ah ben le voilà, bonjour monsieur Éric. Je ne sais pas si Anne est encore là, mais en tout cas merci beaucoup Anne pour votre intervention. Et je ne sais pas si... Ah ben on vous entend, pardon. Vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez? Ouais, merci beaucoup pour votre invitation, c'était passionnant de vous entendre, donc continuez à travailler sur des sujets qui sont super importants. À bientôt. C'est gentil, merci beaucoup. Et on accueille Éric Blanco, donc bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, moi je vous entends bien. Donc, je suis désolé, on vous accueille un peu plus tard que l'heure de prévu, mais on avait beaucoup de choses à dire en tout cas ce soir et ça fait plaisir. Donc on vous accueille parce que vous êtes le réalisateur du film Le Partage de l'eau. Donc dans ce film, vous remontez le cours de l'Argence, donc c'est un fleuve dans le Var, à la rencontre des différents acteurs qui gèrent ce fleuve. Je vais entrer directement dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette façon de se partager l'eau ? Qu'on appelle les ASA, qui sont en fait depuis plusieurs siècles sur la région, en particulier la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et que finalement ce système qui était un droit d'usage, à la fois de bâtir les canaux, de les entretenir, et puis aussi, surtout ce qui est vraiment intéressant, c'est le tour d'eau, c'est-à-dire chacun son tour et pas tous en même temps. Et ce système qui était un droit coutumier, on va dire, a été acté par la République française à la fin du 19e siècle pour devenir une loi sur les syndicats d'irrigants. Et moi, je trouve intéressant qu'un droit d'usage et on va dire de manière empirique, qui s'est bâti de manière empirique dans la façon de se partager l'eau, devient finalement force de loi, quoi. Voilà. Ouais, moi, il y a une phrase en rapport avec les... Pardon, je vous ai coupé ? Ok. Non, non.
Parfait, oui, c'est toujours par rapport aux ASA. C'est la présidente d'une ASA, donc une association syndicale d'arrosants, qui dit cette phrase, qui dit « picoler c'est sympa, mais manger c'est sympa aussi ». Donc moi là, ça m'a parlé directement. Mais en fait, bien sûr, il y a un contexte dans ce qu'elle dit. En fait, c'est que grâce aux ASA, on peut cultiver dans des zones comme le Var ou même en Alpes-Maritimes d'autres fruits et légumes autres que la vigne. Qu'est-ce que ça apporte les ASA dans l'agriculture ? En fait, le système de l'ASA, c'était un système autonome à la base. C'est-à-dire que chaque village, il n'y avait pas d'autoroute, il n'y avait pas de TGV, donc chaque village était obligé de fonctionner en autarcie, on va dire, à l'échelle d'un bassin ou d'un micro-bassin versant. Et à partir de là, il y avait une autonomie aussi alimentaire. Et je pense qu'on va y revenir aussi parce que j'entendais tout à l'heure parler des zones espagnoles, mais est-ce qu'il est encore raisonnable de faire traverser des tomates qui traversent l'Europe voilà, est-ce que c'est encore raisonnable, quoi? Voilà, c'est ça. Et est-ce qu'il ne faudrait pas mieux s'adapter à son terrain, à son environnement, et aussi choisir de consommer sur place, ne serait-ce que pour épargner aussi le CO2 qui est consommé dans les transports, quoi, et relâché par les transports. Pierre, vous en pensez quoi de cette, comme le dit Eric, cette volonté de consommer local? C'est vraiment ce qu'il faut privilégier maintenant? C'est effectivement, c'est quelque chose qu'il faut privilégier. On insiste beaucoup sur maintenant l'autonomie alimentaire de chaque territoire et de développer justement cette autonomie alimentaire. C'est vrai que dans les Alpes-Maritimes, on est loin de l'atteindre, puisque je crois que on est à 6% simplement de production maraîchère et de production pour l'alimentation. Donc, effectivement, il faut dire qu'il n'y a quand même pas énormément de terres cultivables. Et donc, je pense que ça va être difficile. Donc, c'est effectivement pour ça qu'on est obligé d'importer beaucoup de choses. Mais effectivement, il faut développer ce type de procédé. Justement, on a un exemple avec la fête du citron à Menton, où chaque année, on achemine des centaines de milliers de citrons qui viennent de Murcie, au sud-est de l'Espagne. Ils font des milliers de kilomètres. Alors certes, ils ne vont pas être consommés, mais en fait, presque c'est pire. Enfin, c'est un peu aberrant, cette situation, non ? C'est caricatural. C'est-à-dire que pour une fête, on est capable de dépenser des milliers d'oranges, des milliers de citrons, alors que initialement la fête du citron à Menton, c'était une fête locale où il y avait la production locale. Et maintenant, on a atteint la démesure avec des citrons et des oranges qui sont ensuite, il faut le dire, gaspillés. C'est véritablement ce qu'il ne faut pas faire. Pour revenir à l'eau et à votre film, Eric, vous nous dites que, dans le film, on nous dit que depuis qu'elle est livrée à domicile, l'eau du robinet n'a plus que pour unique valeur celle de la facture qui l'accompagne. Pour vous, c'est vraiment important de réapprendre la valeur de l'eau ? Oui, et je voudrais juste revenir sur ce qui vient d'être dit, parce que, en parlant d'eau, ces citrons, c'est aussi de l'eau virtuelle. C'est-à-dire que cette eau qui a servi à faire pousser les citrons, imaginons que toutes les Alpes-Maritimes consomment ces citrons, cette eau, elle va être relâchée dans le réseau local d'épuration, en l'occurrence. Ça veut dire aussi qu'il y a des transferts d'eau qui se font aussi par l'agriculture transeuropéenne, ou cis-européenne. Voilà. Alors après, le système de l'ASA aussi, c'est peut-être alors, c'est vrai que c'est très endémique, c'est très localisé, mais en même temps, ce système d'ASA, moi, ce qui me touche dans le système d'ASA en tant que citoyen, c'est qu'on a des droits d'eau, mais ces droits d'eau s'accompagnent de devoirs d'eau. Et je pense que le système d'autogestion, de gouvernance, avec un équilibre entre droits et devoirs, ça va à l'opposé du système de prestation de services où, effectivement, on paye et après nous, le déluge ou la sécheresse, quoi. Voilà. Je pense que c'est ces deux systèmes c'est pas qui s'affrontent, mais qui sont mis en concurrence, on devrait dire, on ne devrait pas le dire d'ailleurs. Et voilà, donc est-ce qu'on fait à chaque fois
des droits et des devoirs, ou est-ce qu'on fait de la prestation de service et on est alors soit prestataire, soit consommateur, et ça s'arrête effectivement en bas de la facture avec le chèque ou le virement qui va avec. Entre les droits, les devoirs et les prestations de services, on voit que c'est quand même compliqué de gérer l'eau, et d'autant plus avec le climat méditerranéen, je pense que j'ai cru comprendre que c'était un peu tout ou rien, c'est-à-dire qu'on va avoir des longues périodes de sécheresse comme celle qu'on vit actuellement, et au contraire des moments où on va avoir des grosses crues. Est-ce que c'est vraiment particulier au climat méditerranéen? À quel point c'est prévisible? Est-ce que c'est un phénomène qui s'accentue avec le dérèglement climatique? Déjà, il s'accentue parce que c'est vrai que moi j'ai réalisé ce film dans un rayon, on va dire, de 30-40 km, donc c'est vrai, c'est une sorte de bassin versant qui est au cours de l'Argence, et c'est assez limité. Mais après, on pourrait faire un effet de calque et reporter ça à l'échelle de la région, où on a aussi une sorte de gigantesque système d'irrigation qui est adossé et au barrage de Serponçon et au barrage de Sainte-Croix, qui sont des réserves d'eau, et avec la déviation de Saint-Cassien, le canal de Saint-Cassien, qui vont jusque dans les Alpes-Maritimes. Et ce système-là, qui a été conçu il y a 50 ans, plus de 50 ans d'ailleurs, après la Seconde Guerre mondiale, eh bien, est-ce qu'il est encore tenable, sachant que ces réserves d'eau régionales, des deux grands lacs, des deux principales retenues d'eau, sont basées sur de l'alimentation de la fonte des neiges. Maintenant, sachant que dans les Alpes, il y a de moins en moins de neige, forcément, pour répondre à votre question, sachant qu'il y a déjà de moins en moins de neige dans les Alpes, forcément, il y aura de moins en moins d'eau dans les grands réservoirs, et donc il y aura de moins en moins d'eau disponible pour l'ensemble des départements de la région. Et merci. Et vous, Pierre, vous le ressentez, cette difficulté à gérer l'eau en Méditerranée entre sécheresse et période de crue? C'est vrai que les périodes de sécheresse, comme je vous le disais, sont de plus en plus récurrentes. Alors les crues, on n'en a pas connu ici dans les Alpes-Maritimes beaucoup, à part la tempête Alex, ou ce qui a été le dernier épisode pluvieux très 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 important. Mais effectivement, on aura dans les années à venir à faire face à ces périodes de sécheresse. Alors, je dois dire que effectivement, les périodes de sécheresse incitent à réduire la consommation d'eau, et quand même, la facture d'eau est un élément important. Là, je discutais pas plus tard que ce matin avec quelqu'un dans le Var, et pas un peu à côté de l'Argent, au niveau du canton de Fayence, où ils ont eu un déficit en eau très 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 important. Ils ont le prix de l'eau au-delà jusqu'à 100 mètres cubes par an. Les tarifs sont tout à fait compatibles, c'est-à-dire, je crois que c'est entre 1 € et 1,50 €. Quand vous passez 250 mètres cubes, c'est 4 €. Et quand vous passez 400 mètres cubes, c'est 8 €. Eh bien, la réduction de la consommation d'eau a été de 35%. Voilà, donc je pense que l'incitation tarifaire est un moyen d'éviter, en tout cas, le gaspillage, parce qu'il faut bien dire qu'à un moment, il y avait un gaspillage, c'est-à-dire que avoir un gazon vert ici sur la Méditerranée, c'est plus du tout d'actualité. C'est pas du tout, c'est pas une région où le gazon est vert. Sinon, il faut aller en Normandie si on aime le gazon vert. On va regarder vite fait un extrait de votre film, Éric Blanco. Je ne sais pas si en régie c'est possible de nous mettre cet extrait pour qu'on puisse le regarder. Magnifique. Alors sur ce fleuve, eh bien, on a une magnifique illustration de l'histoire de l'eau et l'histoire des hommes. Savoir comment les hommes se sont associés à l'eau d'une manière totalement obligatoire, puisque l'eau c'est la vie. Et surtout quand on est dans le climat méditerranéen, avoir des sources comme ici. Mais cette eau, elle ne sert pas simplement à se nourrir, elle abreuve aussi le bétail. Le premier point qui est important quand on travaille sur les enjeux liés à la gestion de l'eau, c'est le rapport historique que les sociétés
provençales mais aussi méditerranéennes entretiennent avec cette ressource qui a toujours été caractérisée non pas par son absence mais par l'irrégularité de son abondance, hein, donc c'est un peu une particularité méditerranéenne. Et Eric, justement, comment on gère l'eau, comment on partage l'eau entre d'une part les agriculteurs et d'autre part les usagers comme vous et moi? C'est une excellente question et en plus il y a plusieurs usagers, en tout cas il y a aussi un dernier usager qui est le milieu naturel. Et c'est vrai que le milieu naturel il est un petit peu oublié et pourtant c'est lui qui est à la fois l'usager et celui qui va nous permettre d'avoir une eau disponible en quantité et en qualité. Et il faudrait aussi ne pas oublier le milieu naturel, c'est-à-dire réserver cette part pour que les cours d'eau puissent continuer à être alimentés malgré tous nos usages et malgré tous nos usages et nos consommations. Après, il y a aussi une question qui se pose parce que c'est vrai que vous avez évoqué la sécheresse ou l'abondance ou même les crues et les inondations. Mais le paradoxe, et qui est un paradoxe pour notre région en tout cas, hein, là je m'exprime au niveau régional, c'est que c'est au moment où il fait le plus chaud qu'il y a le plus d'usagers sur le territoire, hein, puisque la population, par l'afflux des touristes estivaux, eh bien, elle est multipliée par 2, par 3 ou par 4 selon les villes ou les villages. Et c'est à ce moment-là où on a le moins d'eau qu'on a le plus de besoins. Et donc pour moi c'est un paradoxe on va finalement arriver à un moment où ça ne sera plus tenable, quoi, parce qu'on ne peut pas consommer le plus d'eau le moment où il y en a le moins. On voit bien qu'il y a une difficulté, hein, que ce soit pour les usagers ou les agriculteurs en termes de consommation d'eau. Mais toi, Aurélien, tu viens de nous parler d'un type d'agriculture qui pourrait un peu nous sauver, en fait, qui utilise moins d'eau, c'est bien ça? Oui, c'est exactement ça. Alors du coup, je vais vous parler du concept d'agriculture résiliente. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler dans le chat ou même sur le plateau ici? Moi, personnellement, non. Je ne sais pas si... J'ai entendu parler du paillage, j'ai entendu parler de type de culture, effectivement, comme ça. Mais en fait, la meilleure définition de l'agriculture résiliente, elle est donnée par l'ACTED, qui est une ONG française de solidarité internationale. Donc, selon elle, l'agriculture résiliente, c'est, je cite, la persistance et l'adaptabilité des agriculteurs grâce à des méthodes agricoles durables et transformatrices pour atténuer les effets du changement climatique, augmenter les productions agricoles et réduire la faim et la pauvreté. C'est un peu compliqué, mais en gros, c'est tout ce qui va être mis en place par les agriculteurs pour moins polluer, moins gaspiller d'eau, tout en conservant des récoltes suffisantes en quantité, mais évidemment en qualité. Et est-ce qu'il y a des actions concrètes mises en place pour ce type d'agriculture? En fait, oui. En ce qui concerne du coup l'agriculture résiliente, l'État a justement mis la main à la pâte et au portefeuille. Il y a plus de 3 ans, le gouvernement, le 3 septembre 2020, avait lancé un plan de relance sur l'agriculture à hauteur de 1,2 milliard d'euros. Ce plan est toujours d'actualité. Il vise à transformer véritablement l'agriculture en profondeur, le secteur alimentaire et la gestion des forêts pour une activité plus verte en général. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'en région PACA, les Alpes-Maritimes sont le cancre dans pas mal de domaines malheureusement. Seulement 2 exploitations ont été retenues dans les appels à projets sur la protection des dites exploitations, justement, contre les aléas climatiques, par exemple, alors que le Vaucluse en a 142, donc ce qui montre quand même un énorme déficit de notre département. Au niveau du développement des protéines végétales, par exemple, c'est 63 dossiers pour toute la région PACA, mais aucun dans le département. Et puis le pompon, ça revient au domaine de l'agroéquipement, donc tout ce qui est matériel et qui sert de remplacement aux produits phytosanitaires. Donc tenez-vous bien, il y a 437 dossiers dans la région, retenus du coup pour ce plan d'agriculture de M. Macron. Et à votre avis, le plateau et le chat, combien il y en a dans les Alpes-Maritimes? Je sais pas, je dirais une 50aine peut-être, s'il y en a 400 dans la région. Je dirais, oui, pas plus, oui. Et en fait, il n'y en a qu'un seul. Donc, non, c'est pas une blague, on appelle plus ça un retard, on appelle ça quasiment du je m'en foutisme. À la décharge de notre magnifique département, il est bien plus vallonné que les Bouches-du-Rhône. Il y a aussi beaucoup moins d'exploitation, donc plus compliqué de développer des équipements utilisables en tout terrain, mais aucune excuse par exemple pour se faire devancer par les Hautes-Alpes dans ce domaine. Mais miracle, les Alpes-Maritimes sont en revanche leader régional en termes de circuits courts. Un tiers des projets de ce genre ont émané du département, donc c'est 11 sur 30.
Donc ça veut dire qu'on n'est pas si nul que ça finalement. Bah, il paraît. Il y a des signes d'espoir, Théo, je te rassure. L'Institut Moreau d'Averne, par exemple, une école de maraîchage, a mis à disposition 14 000 mètres carrés de terre à Cannes-la-Boca, comme on peut le voir ici à l'image. Donc la parcelle est exploitée par une coopérative nommée les Petites Fermes d'Azur depuis septembre 2021. Le but, il est tout simple, c'est de produire en circuit court des légumes qui seront ensuite servis en repas pour les cantines de la ville. Pour remplir cette mission, l'exploitation reproduit, je cite, le geste et l'organisation traditionnelle des anciens maraîchers depuis 2 siècles. Donc grosso modo, il s'agit de mettre en pratique le plus fidèlement possible ce qu'on appelle la French Method. Alors qu'est-ce que c'est que cette French Method? Eh bien en fait c'est le terme anglais pour désigner le maraîchage en petite surface ou le bio-intensif. Le maraîcher doit respecter 8 grands principes qu'on voit ici à l'écran. Donc l'optimisation de l'espace, la diversification des cultures, la rotation de celle-ci, le travail du sol qui doit être minimal, la gestion de l'eau, l'utilisation de tunnels de culture, une approche agroécologique et évidemment un focus sur la qualité avant tout et l'humain. Donc c'est une pratique réalisée par des professionnels et qui aboutit à une agriculture biologique. À la baguette de cette ferme, à Cannes, on retrouve donc Christian Carnavalet, qui a été élu meilleur ouvrier de France. Donc cette exploitation accueille des jeunes maraîchers, mais pas que. Par exemple, Fabien, 38 ans, ancien boucher, en reconversion, il travaille. Donc la ferme pourra compter à terme jusqu'à 18 employés. Donc on voit que les initiatives, quand même, elles existent, mais au niveau de l'eau, comment ça se passe concrètement? En gros, sur l'agriculture biologique et l'utilisation responsable de l'eau, Agribio 06 joue un rôle à ne pas négliger, à même titre du coup que les Petites Fermes d'Azur, mais qui, elle, ne gère que la grande agriculture biologique dans son ensemble. Donc en fait, Agribio 06, c'est un regroupement des agriculteurs bio des Alpes-Maritimes qui mènent des actions. Par exemple, la valorisation de la matière organique, mais aussi le projet Primab pour une agriculture plus résiliente, grâce notamment du coup, à une meilleure gestion de l'eau. Le groupement d'agriculteurs explique par exemple comment bien choisir son matériel d'irrigation. Donc par exemple préférer du PVC sous terre mais pas hors sol, calculer son débit nécessaire, dimensionner ses pompes en fonction de sa culture, mais aussi veiller à sa perte de charge. Il doit par exemple pas avoir plus de 20% de perte entre le début de la ligne et l'arrivée à la culture. Agribio évoque aussi quel type d'arrosage choisir entre le goutte à goutte et la micro-aspersion. Donc ce sont des choses très très pointues qui y sont expliquées pour aider justement les agriculteurs des Alpes-Maritimes à gaspiller le moins d'eau possible finalement. Donc dans la même veine, l'ARDEPI et l'association régionale pour la maîtrise des irrigations, à la différence où l'ARDEPI ne gère elle que le domaine de l'eau, contrairement à l'Agribio 06 qui gère toute l'agriculture bio. Donc la mission de l'ARDEPI, c'est d'accompagner les agriculteurs dans l'optimisation de la conduite de leurs irrigations, et ce, à partir du choix des équipements jusqu'au pilotage des besoins en eau des cultures. Les agriculteurs peuvent donc se tourner vers cet organisme en cas de problème, ou même en cas de volonté de mieux gérer leur eau. Preuve donc que le département, bien qu'en retard sur certains points comme on l'a vu, essaye quand même de devenir beaucoup plus respectueux de l'environnement. Donc je vais vous laisser sur quelques chiffres. Selon France Bleu, le nombre d'exploitations est en baisse de 37,2% dans les Alpes-Maritimes. Le département a aussi perdu 1000 hectares de terres exploitées, tout ça en 10 ans. Mais sur la surface totale, ça ne représente qu'une baisse de 2,6%. Donc ce n'est pas non plus dramatique. Et toujours selon le même média, le nombre d'exploitations pratiquant l'agriculture biologique a plus que doublé en revanche depuis 2010. Donc même s'ils ne représentent que 20% du total des agriculteurs du département, leur nombre est passé de 100 à 235, toujours de 2010 à 2020. Et le nombre d'agriculteurs dans les Alpes-Maritimes pratiquant la vente en circuit court est aussi en constante augmentation. Merci beaucoup Aurélien. Pierre, on voit ces chiffres, par exemple la surface totale exploitée qui diminue. Est-ce que vous le ressentez dans votre département en Alpes-Maritimes ? Effectivement, la surface exploitée diminue, mais enfin, ça reste très faible. 1000 hectares, c'est pas par rapport... 2,6% par rapport à l'ensemble du département, ça reste très faible. Je dois dire que l'agriculture ici, c'est essentiellement une agriculture de type maraîchère et que la plupart des agriculteurs sont des agriculteurs vertueux qui utilisent peu d'engrais, peu de pesticides. On est quand même à l'opposé de ce qui se passe dans certaines régions, de grandes régions agricoles, en particulier dans le sud-ouest ou dans la Beauce et la Brie, où on a
là, par contre, des consommations d'eau qui sont époustouflantes. Enfin, je veux dire, c'est 5 000 à 7 000 litres d'eau par jour pour arroser les maïs, avec des cultures où on utilise encore beaucoup de pesticides. C'est le problème du glyphosate, beaucoup d'engrais. Et je discutais justement avec quelqu'un qui distribue de l'eau dans ces régions. En fait, son eau est, disons, potable, mais à 70%, il les distribue sur, je crois, environ sur 200 000 personnes. Elle n'est pas conforme, car elle contient beaucoup trop de pesticides et beaucoup trop d'engrais. Et donc là, vraiment, ça pose un problème. Parce que, en fait, là, le problème des Alpes-Maritimes, on est plutôt, au point de vue agriculture, assez exemplaire. Par rapport à la French Method dont tu parlais, Aurélien, vous en pensez quoi dans l'idée? Je pense que c'est une très bonne... alors, là, vous citez Cannes-la-Boca, mais oui. Vous avez à Montsartou, en fait, où ils ont développé des circuits courts avec les cantines scolaires. Oui, exactement. Toutes les cantines de effectivement, Montsartou ont des repas bio. Ils ont des repas bio avec un potager, donc entretenu par la commune, et dont les légumes servent effectivement à alimenter la cantine scolaire. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui a fait mouche, et en fait de plus en plus effectivement on développe ce type de circuit court. Eh bien, écoutez, messieurs, merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui avec nous. Cette émission touche à sa fin. Merci beaucoup, Pierre, d'avoir été parmi nous. Merci à Anne qui était là avec nous tout à l'heure. Et merci aussi, Eric, de nous avoir accordé de votre temps. Aussi, on remercie bien entendu tous les chroniqueurs qui étaient présents, que ce soit Bastien et Roxane qui étaient en duplex pour nous en Norvège, à Oslo. Nous, on vous donne rendez-vous le lundi 6 novembre. Ça sera une émission qui sera présidée par Flavie. Flavie, si tu veux venir... Flavie ne viendra pas, mais vous la verrez en tout cas le lundi 6 novembre. Soyez aux aguets. Et ça sera une émission qui parlera de l'aménagement urbain face aux contraintes environnementales. D'ici là, retrouvez-nous sur les réseaux, tous les réseaux sociaux, sur le compte EJC Média, on sera très actifs. Sur YouTube aussi, il y aura le replay de cette émission. Portez-vous bien et à bientôt sur Greenwatching. Merci.